1600 hommes piégés par un miroir. Je ne suis personne. C'est pourquoi j'ai pu être tout le monde. Nankin, c'est le genre de ville où on peut crever sans que personne s'en rende compte. Pas parce qu'elle est méchante, non. Elle est juste vaste, humide, indifférente. Un organisme qui digère ses habitants sans même les goûter. Et c'est là, dans cette ville-là, par un matin de juillet, où l'air te colle à la peau, comme un aveu qu'on n'ose pas formuler, qu'un fichier anonyme est apparu sur un forum local. 5 minutes de silence. 5 minutes d'images intimes et un visage que personne n'arrive tout à fait à reconnaître. Ce qui a suivi, l'effondrement d'une opération de 3 ans, plus de 1600 hommes exposés, des familles entières réduites en cendres, une nation obligée de regarder ce qu'elle avait toujours préféré ignorer. Tout ça, ça commence par une seule question. Pas qui est cette femme? Non, la vraie question, celle que personne n'a eu le courage de poser à voix haute, c'est pourquoi est-ce qu'on a tous voulu croire qu'elle en était une? Voilà, c'est l'histoire d'un homme que personne n'a jamais vu. Et c'est justement pour ça qu'il a pu devenir tout le monde. Avant que Sir Hong existe, avant qu'elle devienne un mythe, un monstre, un miroir, ça dépend de qui prononce son nom. Il n'y avait que Zhou Li. Et lui, Zhou Li, il n'était rien, pas rien au sens tragique. Attention, pas rien comme un type brisé par le destin. Non, rien au sens le plus banal, le plus chirurgical. Un homme que les villes fabriquent en série et oublient aussitôt. 38 ans, agent de maintenance, un appartement dans le quartier de Jianye, là où les murs sont assez fins pour tout entendre, mais assez épais pour que personne n'écoute. Lui, il traverse le monde comme on traverse de l'eau, avec lenteur, avec application, en faisant le moins de remous possible. Ses voisins, ils n'auraient pas pu le décrire. Pas parce qu'ils l'avaient oublié, mais parce qu'ils ne l'avaient jamais vraiment regardé. Zhou, il vivait dans ce qu'il appellerait, plus tard, sans la moindre ironie, de la méditation. Il travaille, il rentre, il mange, il dort. Le rythme est tellement constant que ça a cessé d'être une vie. C'est devenu un métronome. Tic, tic, tic. Un battement sans musique. Une horloge sans cadran. L'existence réduite à sa plus stricte mécanique. Le soir, il s'assoit devant un écran d'ordinateur. Pas pour bosser, pas pour les raisons habituelles qui poussent un homme de son âge à s'asseoir seul devant une lumière bleue. Il regarde quelqu'un d'autre vivre, une femme d'âge moyenne. Elle diffuse depuis une cuisine modeste. Son pseudo, c'est Hongja. Elle a des milliers d'abonnés qui viennent la regarder cuisiner, écouter sa voix maternelle. Patiente, presque hypnotique, elle se dit veuve. Elle parle de la solitude comme d'une recette qu'elle aurait perfectionnée au fil des années. Et elle sourit. Elle sourit d'une façon qui dit qu'elle comprend la souffrance, qu'elle ne la combat pas, qu'elle l'a apprivoisée, comme on apprivoise un animal dangereux, en lui donnant un nom. Zhou, lui, il la regarde pendant des semaines, puis des mois. Il ne commente jamais. Il n'utilise jamais le bouton de down. Il observe, c'est tout. Comme un entomologiste observe un insecte à travers une vitre, avec fascination, avec méthode, et avec cette distance particulière de ceux qui étudient ce qu'ils ne peuvent pas toucher. Et puis un soir, il se regarde dans le miroir de sa salle de bain. Ce miroir taché, éclairé par un néon qui grésille comme un insecte agonisant. Et là, il se pose une question simple, presque enfantine. Sauf que la réponse, elle va tout engloutir. Et si je devenais elle? La première tentative, c'est du bricolage. Un filtre vocal téléchargé sur une appli gratuite. Un tuto maquillage trouvé sur une plateforme grande publique. Il s'assoit dans sa salle de bain, sous cette lumière fluorescente qui transforme sa peau en parchemin, et il essaye de reproduire ce qu'il voit. Ses mains bougent avec la précision de quelqu'un qui pratique une chirurgie sur un inconnu. Le fond de teint appliqué comme un enduit, le rouge à lèvres tracé comme une incision, les cils collés un par un, avec la patience terrible de celui qui sait que le temps ne lui coûte rien, parce que personne ne l'attend. Il a fallu des semaines avant que le miroir cesse de le rejeter. Sauf que lentement, méthodiquement, la femme a émergé. Pas de magie là,
dedans, juste la répétition. De la même façon qu'un acteur habite un rôle à travers des centaines de représentations, pas en devenant le personnage, non, en effaçant suffisamment de lui-même pour que le personnage puisse s'installer dans l'espace laissé vacant. Il l'a appelé Hong, un prénom courant, volontairement oubliable. Comme lui, Hong, elle avait une voix différente de celle de Zoe, plus haute, plus douce, répétée jusqu'au point exact où la fabrication devient authenticité. Elle portait une expression de vulnérabilité tendre que Zhu, lui, ne pouvait pas produire avec son propre visage, comme si la douceur, c'était un vêtement qu'il ne pouvait enfiler qu'en se déguisant. Elle se déplaçait avec une fragilité particulière, le genre de fragilité qui donne aux hommes l'envie d'aider, le genre de fragilité qui est, en réalité, l'arme la plus ancienne du monde. La première fois que quelqu'un a répondu à l'un des messages de Hong, les mains de Zoe, elles ont tremblé. Un jeune homme, Liang, 27 ans, ingénieur, il avait commenté une de ses vidéos. Votre voix me rappelle ma mère. Zhu, enfin, Hong maintenant a répondu par 3 mots. Venez me voir. L'appartement, il avait été préparé comme une scène de théâtre. Imaginez de l'encens dont la fumée monte en spirale lente, traçant dans l'air des phrases que personne ne peut lire. Une robe à fleurs posée sur le dossier d'une chaise, un tablier avec des taches intentionnelles. De la farine peut être de la sauce soja, c'est stigmate de la femme qui nourrit. Et la caméra, elle est là, derrière une plante, à peine visible. Il a fallu 3 jours à Zhu pour la positionner, 3 jours pour trouver l'angle exact où l'objectif capte la pièce entière, sans révéler sa propre présence. 3 jours de calcul silencieux dans un appartement où le seul bruit, c'est celui du néon qui grésille. Liang est arrivé avec des fruits et du lait. Il est nerveux de cette façon particulière qu'ont les hommes quand ils croient entrer dans quelque chose d'interdit. Hong sourit. Elle prépare du thé. Elle ne pose pas beaucoup de questions. Le truc, c'est que Zhu, il avait compris ça. Les questions, ça effraie les hommes qui viennent chercher du réconfort. Ce qu'ils veulent, c'est le silence d'une présence, l'illusion d'être accueillis sans être interrogés. 10 minutes plus tard, Liang est parti. Il ne soupçonne rien. Liang ne reviendra jamais. Pas parce qu'il a compris, mais parce que certaines portes, on préfère ne jamais savoir ce qu'elles cachent. Zhu s'est assis seul dans le noir et il a regardé le fichier s'enregistrer. 001, My Kate. Le premier, le chiffre 1. Pas le début d'une collection, le premier battement d'un cœur artificiel qui va pulser pendant 3 ans sans jamais s'arrêter. Et là, à cet instant précis, quelque chose s'est cristallisé dans sa tête. Ça, c'est pas de la performance, c'est pas la solitude qui cherche la connexion. C'est autre chose, complètement autre chose. C'était de l'ingénierie. Ce qui avait commencé comme une expérience est devenu une routine, puis un rituel, puis une industrie. Zhu, il avait compris un truc fondamental sur le besoin humain, un truc que les philosophes débattent depuis des siècles et que la rue formule plus crûment. Les hommes, ils ne veulent pas des femmes, ils veulent la permission, ils veulent l'illusion d'une femme qui ne leur demande rien d'autre que de se présenter. Et Hong, elle fournissait exactement ça. Elle était simultanément tout ce qu'ils espéraient et complètement anonyme. La mère, l'amante, la confidente, la veuve, c'était la construction parfaite. Un miroir qui renvoyait à chaque homme exactement ce qu'il voulait voir. La méthodologie, elle était précise. Chaque invitation minutée, chaque rencontre documentée, chaque visiteur catalogué dans un carnet de cuir avec une attention méticuleuse. Nom, âge, date, durée, kadeurechu. Et à côté de chaque entrée, un petit cercle, un signe de contrôle, une marque de comptage, comme les encoches qu'un prisonnier grave sur le mur de sa cellule, pour prouver que le temps passe et qu'il existe encore. À la fin de la première année, il y avait 200 cercles. L'appartement, lui, il s'est transformé petit à petit. Ce qui avait été un endroit où un type solitaire vivait, c'est devenu un théâtre d'opération. Les angles de caméra se sont améliorés. L'éclairage a été ajusté. Une deuxième caméra installée, puis une troisième. La qualité audio perfectionnée.
Plusieurs téléphones synchronisés vers des serveurs offshore soigneusement choisis. L'appartement de Zoli, c'était devenu ce que les militaires appellent un poste de commandement. Sauf que la guerre qu'il menait, elle n'avait pas d'ennemis déclarés. Hong, de son côté, elle s'affinait par la répétition. Elle avait appris ce que les hommes veulent entendre. Tout est différent, je t'attendais. Ne parle de ceci à personne. Chaque phrase calibrée, chaque geste testé. Elle n'était plus tant un personnage qu'une formule, une équation dont les variables étaient la solitude masculine et dont le résultat était toujours le même. Et la formule fonctionnait. Et comment qu'elle fonctionnait? Les hommes venaient parce qu'ils se racontaient des histoires. Certains croyaient que Hong était sincèrement seul. D'autres se convainquaient que c'était de la philanthropie, aider une femme isolée. Quelques-uns reconnaissaient la transaction pour ce qu'elle était, mais la rationalisaient comme un échange sans victime. Pas d'argent. Personne ne souffre, juste deux personnes. Sauf qu'il n'y avait pas de deuxième personne. Il n'y avait que Zoe. Derrière le maquillage, derrière la voix, derrière le sourire répété 1000 fois devant le miroir. Zoe qui regarde, qui enregistre et qui compte. En 2024, la base de données de Zoe contenait des milliers de fichiers. Ce nombre, les chiffres, ils avaient cessé de signifier quoi que ce soit individuellement. C'était devenu abstrait, un décompte, un score, la preuve de quelque chose qu'il n'arrivait pas tout à fait à formuler. Peut-être qu'il avait existé, après tout, que quelqu'un l'avait regardé, qu'il avait suffisamment compté pour être enregistré. Il passait des nuits entières à revoir les fichiers, pas pour le plaisir, pour l'analyse. Il étudiait les expressions, il mesurait les réactions, il notait les incohérences. Lui, il était un épidémiologiste du désir. Il traquait l'infection à travers la ville, comme un scientifique traque un virus à travers une population. Et dans sa tête, le crime, il est impossible à localiser. Les hommes, ils étaient victimes, il ne les a pas forcés. Les vidéos, elles étaient volées, elles ont été créées volontairement. Du chantage, il n'a jamais contacté personne, jamais menacé, jamais exigé un centime. C'était, en apparence, un vide juridique, une zone grise que la loi n'avait pas encore appris à nommer, parce que la victime, c'était aussi le collaborateur, sauf que quelque chose troublait même Zoe. La nuit, dans ces heures privées qui précèdent le sommeil, une phrase qui revenait sans cesse, comme un refrain dont on ne connaît pas la chanson. Si tout le monde porte un masque, pourquoi le mien est-il le seul à être condamné? Et là, il s'est mis à écrire. Pas des confessions, il ne cherchait pas l'absolution, des observations, des théories. Dans les marges de son carnet, des phrases apparaissaient comme les symptômes d'une maladie encore sans nom. Le vrai crime, c'est qu'il la voulait. Moi, je n'ai pas créé Hong, ce sont eux qui l'ont fait. Je suis simplement le miroir dans lequel ils se sont regardés. C'était pas des défenses, c'était les produits d'un esprit qui essaie de se réconcilier avec lui-même. Une conscience qui tente de construire une logique capable d'accueillir la vie qu'elle s'est fabriquée. En avril 2024, un homme est revenu sans prévenir. C'était l'un des réguliers, un homme d'affaires, la cinquantaine. Il venait 2 fois par mois. Ce soir-là, il frappe 3 coups au lieu des 2 convenus. Hong ouvre la porte et immédiatement, quelque chose bascule dans son expression. Un tremblement imperceptible de la paupière, un recul du regard. Lui, il avait vu la caméra, le fil, l'objectif à peine dissimulé derrière le pot de fleurs. L'homme n'a pas crié, il n'a pas menacé. Il s'est simplement retourné et il est parti sans prononcer un mot. Si silence précis, minéral, définitif. C'était plus éloquent que n'importe quelle accusation. C'était le silence de quelqu'un qui vient de découvrir la forme exacte de sa propre humiliation. 2 jours plus tard, un courriel anonyme est arrivé à la division des cybercrimes de Nankin. Pas d'entête, pas de signature, juste une note manuscrite numérisée. La femme dans les vidéos n'est pas une femme. L'enquête, elle a commencé dans le scepticisme. La division recevait des dizaines de signalements farfelus chaque mois, sauf que le courriel a été soumis à une analyse vocale. Et là, le logiciel a renvoyé une correspondance de 92%. Une voix masculine, filtrée, traitée, pas naturellement féminine. Du coup, tout s'est accéléré.
Le 3 juillet, l'adresse IP a été isolée. Bâtiment 11, appartement 402, district de Giagné. La surveillance est établie immédiatement. Pendant 48 heures, des officiers observent une silhouette se déplacer derrière des rideaux. Et là, une caméra thermique révèle quelque chose d'inattendu. La silhouette, elle est plus grande que ce que les vidéos suggéraient. Plus large, plus massive. Les mouvements sont rituels et étrangement masculins malgré l'apparence. Le matin du 5 juillet, 6 heures du matin, la police entre sans avertissement. Et ce qu'ils trouvent, voyez cet appartement, c'est une musée de la tromperie. Les fenêtres scellées, le sol jonché de débris cosmétiques, poudres écrasées, coton imbibé de fond de teint, cils artificiels recroquevillés comme des insectes morts. Regardez cette commode, une rangée de perruques, rouges, noires, blondes. À côté, des prothèses en silicone. Au mur, un calendrier de noms écrit en code. Dates, âges, objets échangés. Et dans la chambre, la caméra tourne en cours. Son œil rouge clignote dans la pénombre, comme le cœur d'un animal qu'on n'arrive pas à tuer. Et Zo, lui, il est là, debout, en peignoir rose. Il regarde directement l'objectif, comme s'il attendait ce moment depuis des années. Comme si l'arrestation, c'était pas une interruption, mais un dénouement, la scène finale d'une pièce qu'il avait lui-même écrite. Il n'a opposé aucune résistance. Quand les officiers se sont approchés, il a levé les mains et il a dit doucement « Éteignez-la, c'est terminé maintenant ». La saisie du matériel a révélé un flou véritable. 6 téléphones, plushers disques durs, 35 000 fichiers sur 3 téraoctets. La base de données, elle était organisée par références croisées, codée par couleur, structurée avec la précision d'un projet de recherche, pas d'une opération criminelle. Le capitaine Lin, l'officier commandant, il a décrit la scène comme ça. C'était pas de la pornographie, c'était un système de classement d'êtres humains. Voilà, et c'est là que tout explose. La nouvelle a filtré en quelques heures. Un journaliste anonyme a publié les données essentielles, des centaines d'hommes identifiés. 3 ans d'opération, le chiffre lui-même, c'était l'arme. L'Internet s'est fracturé, des épouses ont commencé à fouiller les miniatures, des compagnes ont parcouru les forums. Des employeurs ont examiné des dossiers du personnel. Chaque visage reconnaissable est devenu une trahison potentielle. Un enseignant suspendu, un flic disparu de son commissariat, téléphone coupé, un conseiller municipal qui démissionne pour raisons personnelles. Tu parles? Un homme d'affaires qui se fait admettre dans un hôpital privé et un homme reconnu dans les fichiers a disparu de la vie publique 2 semaines après la révélation. Son prénom, il avait commenté une vidéo un jour. « Votre voix me rappelle ma mère ». Les circonstances exactes de sa disparition n'ont jamais été pleinement élucidées. Les vidéos, elles sont devenues un miroir dans lequel chacun pouvait potentiellement apercevoir sa propre honte. Et comme tout miroir qui montre des vérités déplaisantes, les gens ont voulu le détruire. Sauf que les vidéos, elles ne pouvaient pas être détruites. Chaque fichier supprimé en engendrait 10. Chaque forum fermé en générait 3 nouveaux. Le contenu avait atteint ce que Zo n'aurait jamais pu orchestrer seul. La viralité, une vie propre, un organisme autonome qui se reproduisait dans l'obscurité des serveurs, comme une moisissure dans une cave humide. Dans sa cellule de garde à vue, Zhu a été interrogé par l'inspecteur Zhang Wei. L'interrogatoire, il est méthodique, dénué d'émotion. Zhang demande pourquoi, et la réponse de Zhou, elle est simple. Il venait parce qu'il voulait de l'amour. Moi, je leur ai seulement montré ce qu'ils voulaient voir. Quand on le presse davantage sur sa propre motivation, Zhou dit « Je voulais être regardé ». La réponse, elle est restée suspendue dans l'air comme une sentence inachevée. Zhang a fermé son carnet et il est sorti. Zhang, il avait travaillé 20 ans sur des affaires criminelles, des meurtres, des fraudes, des réseaux entiers. Mais cette affaire-là, c'était la première fois qu'en sortant d'un interrogatoire, il n'était pas sûr de savoir qui était la victime. Et
derrière la porte de la salle d'interrogatoire, Zhu s'est mis à fredonner une mélodie sans parole. Quelque chose d'enfantin et de brisé, comme une boîte à musique qu'on aurait laissée sous la pluie. Le procès, lui, il s'est transformé en spectacle national. Les médias rivalisaient pour les détails les plus sordides. Zhu est devenu le monstre au maquillage dans certains cercles, le miroir de la Chine dans d'autres, et chaque qualificatif, il en disait davantage sur celui qu'il employait que sur celui qu'il désignait. Lors de son témoignage, Zhu a parlé pour la première fois sans le personnage construit. Ses lèvres, elles étaient craquelées, sa voix éraillée, mais ses mots, eux, ils étaient délibérés. Je ne les ai pas trompés. Ils voulaient être trompés. Ils voulaient le désir sans la conséquence, l'intimité sans l'obligation. Moi, j'ai simplement fourni ce que le monde promet chaque jour, mais sans exiger de droit d'entrée. Le juge lui a ordonné de ne répondre qu'aux questions posées. Zhou a souri véritablement, sans artifice. Et il a dit, et quelle est la question? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que personne n'écoute les hommes tristes, ni les femmes invisibles. Le verdict est tombé. Dix, Huet, Ons, production et distribution de matériel sexuel illicite, violation de la vie privée, mise en danger délibérée d'autrui. 5 chefs d'accusation distincts, chacun portant son propre poids. Sauf que le verdict, il n'a pas terminé l'histoire, il l'a accéléré. Les vidéos ont continué de circuler. Les copies ont engendré des copies. Chaque tentative de censure a créé de nouveaux nœuds de distribution. Sir Hong, elle est devenue moins une personne qu'un mythe, une figure murmurée dans les forums, évoquée dans des chansons, mentionnée comme un conte moral, et en même temps comme une légende populaire. Un journaliste a interviewé l'inspecteur Zhang Wei 3 ans après l'arrestation, et ce qu'il a dit, voyez comme c'est lourd à porter. Nous n'avons pas découvert un monstre. Nous avons découvert un pays qui préférait ne pas se regarder. Aujourd'hui, l'appartement du district de Jiani, il reste scellé. Les murs sont vides. La peinture a commencé à se craqueler et à peler, dessinant sur les surfaces des cartographies de ruines que personne ne viendra jamais déchiffrer. Sauf que les voisins, eux, ils racontent un truc. Les nuits calmes, quand les meubles se tassent sur lui-même avec ce soupir que font les vieux bâtiments. On peut entendre une voix qui vient de l'intérieur, une voix de femme qui chante quelque chose sans parole dans le centre de détention. Zhou, lui, il occupe une cellule que personne d'autre ne demande. Il refuse de retirer la perruque qu'il portait lors de son arrestation. Les gardiens rapportent qu'il dort avec, mange avec, et l'entretient avec le soin qu'on accorderait à un artefact d'une signification religieuse profonde. Quand on lui demande pourquoi il ne l'enlève pas, il donne toujours la même réponse. Si je la retire, je disparais. Le dossier, il est officiellement clos. Les charges ont été prononcées, les preuves archivées, sauf que l'affaire, elle refuse de rester inerte. De nouveaux angles sont découverts, de nouvelles interprétations émergent. Tous les quelques mois, un autre cinéaste ou journaliste ou universitaire essaie d'examiner ce qui s'est passé, cherchant un sens, une explication, un principe qui rendrait l'histoire compréhensible. Sauf que c'est peu être ça, la vérité essentielle que l'affaire refuse de livrer. Il n'y a pas d'explication finale, il n'y a que le fait. Un homme qui a construit une fiction élaborée et une nation d'hommes qui y sont entrés volontairement. Le crime, c'était pas la tromperie. Le crime, c'était le désir qui a rendu la tromperie possible. C'était la volonté d'être enregistré, pas l'enregistrement lui-même. Le crime, c'était pas Zhu, c'était le miroir, et le fait que tant de gens aient voulu s'y regarder. Sur la dernière page de son carnet, dans une écriture qui a été conservée comme pièce à conviction, Zhu a inscrit une seule phrase, 7 mots qui résument 3 années, des milliers d'hommes, 35 000 fichiers, et une nation entière penchée au-dessus de l'abîme de ses propres contradictions. 7 mots qu'on ne répétera pas ici, parce que certaines phrases, elles n'ont pas besoin d'être dites pour être entendues. Et dans le silence qui suit cette phrase, si silence y paye, irreversible, il n'y a rien à ajouter. Rien, sinon le bourdonnement lointain d'un néon qui grésille encore, quelque part dans une salle de bain vide.
éclairant un miroir devant lequel plus personne ne se tient.